Bonjour, Joanne Gaudin, je suis architecte, j'ai 33 ans, j'habite à Montreuil et j'ai un enfant également. Voilà. Je travaille entre Paris, la France, parfois un peu, je commence un peu à travailler à l'étranger aussi. Et, euh, et j'ai donc monté cette société Atelier Joanne Gaudin il y a 4 ans, en 2018. Start it up. Bah, être architecte, déjà, c'est quelqu'un qui fait de l'architecture, assez simplement. Et l'architecture, c'est l'art de construire, d'édifier des bâtiments. Donc c'est un art qui est absolument incroyable, parce que construire des bâtiments, c'est une des choses les plus incroyables qu'on puisse faire en tant que société. Et ça demande forcément une grande maîtrise. Ça demande à la fois d'être très libre, de pouvoir transcrire et retranscrire les volontés des gens, leurs désirs, leurs volontés plus politiques également. Ça demande une forme de grande liberté. Et cette liberté, comme dans toute chose, il y a un prix à payer. Cette liberté, elle a un prix, c'est d'avoir la maîtrise de ce qu'on fait. Donc d'être rigoureux, d'être précis et d'avoir une forme de discipline. Ça, je pense que c'est là, être architecte, c'est d'être dans cet équilibre entre liberté d'un côté et maîtrise de l'autre. Si on n'est plus là-dedans, finalement, je pense qu'on a du mal à faire de l'architecture. On a du mal à faire cet art qui est un art effectivement de la synthèse et à proposer des choses qui puissent réellement être de l'architecture. Alors, moi, c'est une question qui est assez fondamentale pour moi parce que, en fait, c'est assez tôt en fait, que je me suis posé ces questions-là. Et je viens d'une famille où j'ai un père qui est chef opérateur de prise de vue et donc qui est dans un métier où la question artistique et la question technique en fait sont insécables en fait. C'est-à-dire que pour faire un film ou un documentaire, pour rendre compte en fait de la volonté artistique derrière ce film, la nécessité de la maîtrise technique en fait est nécessaire et ne peut pas faire sans. Donc il y a une question assez... Pour moi, je voyais les choses de manière assez insécable entre art et technique. Et puis c'est comme un pianiste en fait qui fait du piano. C'est-à-dire que pour faire un concerto, il doit avoir une forme de maîtrise de ses gammes, de son ouïe, de son oreille, de ses mains, etc. Et c'est un entraînement technique qui lui permet en fait d'exercer son art. Et donc, c'est vrai qu'être architecte pour moi, c'était ça. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a poussé à aller plutôt sur un enseignement polytechnique de l'architecture. Je suis allé du coup aux Pays-Bas, en fait, à l'Université technique d'Eindhoven, où là, on est sur un bouwkunde. En fait, c'est un bâtiment, c'est une université polytechnique où il y a des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, des maîtres d'ouvrage qui apprennent dans le même bâtiment. Et c'est un enseignement plutôt qu'on retrouve dans les autres pays européens. J'ai ensuite travaillé en Espagne pendant 1 an à côté d'Antonio Jiménez Torrecias, qui est un architecte espagnol andalou de Grenade, où finalement en Espagne on a une très forte culture polytechnique dans les agences. Et j'ai ensuite travaillé en Suisse chez Peter Zumthor, qui avait aussi une grande maîtrise de ses projets, avec une grande technicité aussi également. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé dans ces enseignements-là, c'est que en fait, c'était des gens qui étaient quand même assez libres dans leur architecture. Et c'est vrai que cette liberté, en fait, elle était permise par cet enseignement plus polytechnique. Et c'est ça qui m'a, quand je suis rentré en France, qui m'a poussé à aller vers des architectes comme Marc Barani, pour qui j'ai travaillé pendant 3 ans.
puis faire une formation entre l'école de Marne-la-Vallée et les ponts et chaussées sur la partie de renforcement. En fait, une remise à niveau en ingénierie, un renforcement en ingénierie sur les questions de physique et de structure. Et voilà. Donc pour moi, être architecte, c'est vraiment sentir cet équilibre entre liberté et maîtrise des enjeux techniques. Voilà, c'est ça pour moi. Alors, pour moi, c'est assez évident, c'est un peu les bases. C'est vraiment la notion de la mesure, c'est-à-dire qu'on acquiert par le dessin à la main, par le relevé, par le croquis. Ça, c'est vraiment la base de tout, puisque c'est ce qui permet d'être juste, en tout cas le plus près en fait de la réalité quand on dessine un plan, quand on dessine une coupe. C'est vraiment cette mesure. En fait, c'est comme l'ouïe du pianiste ou la coordination peut-être d'un danseur ou d'une danseuse. La coordination des mouvements, pour nous, c'est d'avoir cette mesure-là, d'être capable d'avoir capté la mesure que l'on a dans un bâtiment, quand on se situe dans un espace, être attentif au mètres, aux dimensions, comment est-ce qu'une pièce est grande, est-ce que si ça fait 3 mètres, ça fait 4 mètres, ça fait 5 mètres, quel effet ça produit aussi en termes d'usage en fait, dans une cuisine ou dans n'importe quelle pièce. Comment en fait la question de la mesure, elle est fondamentale à l'échelle du bâtiment, mais aussi à l'échelle de son insertion dans le paysage, d'avoir arpenté les choses. Et ça, c'est vrai que c'est une chose qui, je pense, qui est un peu la base de tout, quoi. C'est notre métronome à nous. Donc, moi, c'est vrai que j'avais eu la chance en école d'architecture, on avait beaucoup exploré cette question-là. Et à la fois en arpentant des territoires, des paysages, à la fois en dessinant à la main. Et c'est toujours quelque chose que je continue à faire, que j'essaie de développer parce que ça permet d'être tout de suite peut-être précis, d'être exact. Voilà. Ça demande aussi beaucoup de sortir du logiciel. C'est vrai que les logiciels, c'est très bien pour développer le projet dans des phases vraiment avancées de projet, mais ça ne remplacera jamais la nécessité de savoir bien être exact avec sa main, quoi. Les premières émotions architecturales quand j'étais jeune étudiant, j'ai commencé un peu la photographie aussi par rapport pour décrire l'architecture, et j'ai arpenté des ruines, des bâtiments aussi en ruine pour m'exercer. Et c'est vrai que dans ces bâtiments, il y a une forme d'intemporalité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que la structure, la lumière qui rentre. Et ce qui m'a ému, en fait, c'est que finalement l'architecture, qui était une architecture moderne, puisque c'était des ruines qui étaient relativement récentes, quand on était dans ces ruines, en fait, on ressentait une forme d'intemporalité dans l'architecture, c'est-à-dire que ça nous renvoyait à des bâtiments qui étaient faits il y a 3000 ans. Et ça, c'est vrai que c'était assez fort. Et après, j'ai eu d'autres émotions architecturales et je suis allé plutôt vers des bâtiments qui me faisaient ressentir ça. Il y a eu le Toronnet, par exemple, dans le sud de la France, l'abbaye du Toronnet, qui est un chef-d'œuvre de l'architecture cistercienne, et où en fait tout est assez c'est très contemporain finalement, et en même temps c'est un bâtiment qui vient presque du fond qui est un bâtiment médiéval, mais qui vient du fond des âges et qui raconte la lumière, les voûtes en pierre, le raccord au paysage et son insertion de manière très simple et très fine. Et c'est toujours ces bâtiments qui sont en fait qui nous ramènent à une forme d'intemporalité de l'architecture et qui nous ramènent à ce qu'on est, c'est-à-dire une grande famille, une grande humanité, et on construit des bâtiments pour mettre à l'abri les gens, et on doit toujours gérer des questions de lumière, de structure, de gravité,
de confort, et que ces questions-là, elles sont immanentes à notre métier. Je trouve que ça, ce qui est assez beau, en fait, c'est que c'est un art qui est millénaire, en fait, et on est juste une petite pièce là-dedans, quoi. On est une toute petite partie de tout ça, quoi. Ouais, moi, je dirais, si on est étudiant en architecture, je trouve que c'est intéressant d'observer en fait différentes villes, notamment. Moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre. C'est-à-dire, bon, on a la chance moi, j'ai la chance d'être à Paris. Paris, c'est une ville magnifique, une ville du 19e siècle, même si elle est beaucoup plus ancienne que ça. Elle a été assez largement façonnée par le 19e siècle, mais c'est de voir des villes asiatiques, par exemple, qui sont des villes incroyables où on construit avec une démesure incroyable, des buildings, des programmes complètement fous. De voir en fait ces villes et ces moments où on les a construits. Moi, j'étais aussi beaucoup Rome, ça a été une ville qui m'a énormément impacté parce que c'est une ville où on voit des ruines antiques. On perçoit une civilisation qui existait il y a 2000 ans. Et ils construisaient, on voit la manière dont ils construisaient. Et finalement, ce qu'ils construisaient, c'est très juste et très exact. Donc, c'est voir un peu ces villes-là. Et New York aussi, ça a été une ville qui est assez bluffante. Une ville du XXe siècle qui est très, très XXe, du coup, qui raconte quelque chose. Et du coup, voir ces différentes manières de faire et ces époques, ces histoires, je trouve ça très enrichissant quand on apprend l'architecture, de s'interroger, de voir ça. Il y a eu aussi des villes plus tropicales, la Guyane aussi. J'ai eu la chance d'aller en Guyane pour le travail. Et c'est vrai il y a une question de climat qui se pose aussi, une question de culture. Et finalement, on voit en fait ce qui bouge. C'est-à-dire qu'on voit que le climat bouge, les rites, les cultures bougent, et on voit ce qui reste dans l'architecture, qui sont les choses qui sont vraiment les fondamentaux, et ce qui finalement est lié à chaque société, à chaque climat, qui va venir bouger, et comment les sociétés elles ont géré avec ces questions plus locales et historiques aussi. C'est vrai qu'à l'agence, on essaie de faire des bâtiments qui sont bien construits, qui sont constructivement sains, clairs, qui sont durables, qui atteignent la pérennité. Bien sûr qu'on essaie de faire ça. On essaie de faire aussi des bâtiments qui sont agréables pour les gens, qui sont confortables, qui sont bons pour les gens, qui sont ouverts, qui sont largement ouverts au paysage, ouverts aux vues, qui respectent un usage aussi, l'usage du programme et l'usage de ce qui va advenir du bâtiment. Donc ça, c'est important. Mais surtout, ce qu'on essaie de faire, c'est des bâtiments qui ont une âme, en fait, qui ont une force intérieure, qui disent quelque chose de nous et qui vont plus loin que seulement répondre à la question du programme, mais des bâtiments qui parlent plus largement, qui nous émeuvent, en fait, et qui parlent plus largement, qui parlent un langage presque de la beauté aussi, c'est-à-dire qui parle qui est une force intérieure dans ces bâtiments. Alors c'est pas simple en fait parce que quand on veut attraper la beauté en fait, souvent elle s'en va. Quand on veut faire des choses belles en fait, elles sont jamais belles en fait. Donc il faut pas vouloir faire des choses belles pour les faire belles, mais il faut toujours en fait travailler en fait tous les enjeux et les contraintes. Faire un gros travail de fond pour arriver à quelque chose de juste et d'exact. Et à ce moment-là, on peut commencer à travailler, à être beaucoup plus précis et travailler avec la lumière, travailler avec les proportions, travailler avec les spatialités. Et là, commencer à faire un bâtiment qui ait une force, qui ait une âme. Et du coup, c'est vrai que quand on a livré un bâtiment, c'est vrai que les maîtres d'ouvrage, les clients, quand ils sont rentrés, ils étaient
émus en fait sur Entre le bâtiment parce qu'ils ne pensaient pas que quelque chose comme ça puisse advenir finalement. Et en fait, ils n'ont pas forcément tout de suite compris tout ce travail de contrainte et d'épure en fait qui est nécessaire. Et quand ils sont rentrés dans le bâtiment, ils ont compris et ils étaient très émus en fait de voir le résultat. Et c'est toujours des moments assez incroyables de voir que les maîtres d'ouvrage, les clients, ils sont émus par ça et ils s'attendent pas pas autant à ce que le résultat soit comme ça. Je vais présenter plutôt les projets qu'on fait à l'agence. Donc on est une jeune agence, ça fait donc 4 ans, ça fait la quatrième exercice cette année. Et du coup les projets qu'on a en cours, là on a une maison avec piscine dans l'est de la France qui est en train de voir le jour. On passe l'appel d'offres avec les entreprises. Donc c'est une maison qui s'insère dans un site patrimonial, dans un petit village où il faut respecter la question paysagère, la question de l'insertion c'est pas le cœur de ville, mais c'est dans la lisière du village. Donc il y a une question d'intégration, de contextualisation, puis aussi une question de réinterprétation de l'architecture plus vernaculaire. Ça, c'est un projet qu'on est en train de développer. Et puis là, je suis en discussion pour développer un chai à Majorque, sur l'île de Majorque. Donc ça pourrait être un projet où travailler sur des choses très simples, la lumière, la matière, les volumes. Et ça, c'est un travail qui nous intéresse beaucoup. En fait, faire advenir l'architecture avec des choses très, très simples. Et après, on a des opérations de logement qui restent des opérations de taille modeste, mais des opérations de logement en région parisienne. Et une grosse partie de rénovation aussi, à Paris, rénovation d'immeubles, etc. Voilà pour les projets qui nous occupent en ce moment. Alors c'est un projet assez peut-être fictif et en tout cas, c'est un projet réel, mais bon. Mais c'est vrai que moi j'ai grandi un petit peu avec la question de l'image, la question de l'image était assez forte et notamment la question de la peinture, la question de la lumière, comment les peintres retranscrivent la lumière dans leurs tableaux, comment on retranscrit la lumière dans une image, etc. Et c'est vrai que voilà, moi faire un musée, ça serait quelque chose d'incroyable. Si je pouvais faire un musée dans ma carrière, ça serait juste ce que j'arriverais de faire, c'est clair. J'aime beaucoup il y a des musées que j'aime beaucoup, comme le musée Joan Miró, qui est assez forme d'archaïsme et de brutalité, de simplicité, qui est le musée Joan Miró qui se trouve à Barcelone. Il y a des musées comme ça qui sont très, très beaux. Faire un musée pour un peintre, peut-être un peintre historique français, ça serait un projet de rêve, ouais, c'est clair. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus trop travailler de manière... c'est toujours compliqué de trouver des projets où on peut travailler de manière idéale. C'est-à-dire on peut commencer directement à prendre le crayon, à faire de l'architecture. Les projets, ils sont souvent faits par une forme de nécessité. C'est-à-dire que c'est la nécessité qui crée le projet. Il y a beaucoup de contraintes, qu'elles soient budgétaires, qu'elles soient normatives. Il y a beaucoup plus de normes. Qu'elles soient techniques aussi. On a de plus en plus de projets de rénovation et de restructuration, puisqu'on a consumé pas mal de nos terres. Enfin, on a tout un patrimoine à rénover. Donc, c'est vrai qu'en fait, il y a faut une forme d'élasticité, d'agilité, en fait, quand on aborde le projet. Et il y a une grande partie qui est plutôt une gestion des contraintes, où là, on essaie plutôt de travailler de manière assez rationnelle, en prenant chaque contrainte, en essayant d'épurer les choses, de les simplifier. Et il y a un moment où on arrive à
rebasculer sur de l'architecture. Mais ça vient finalement à peu près la moitié de la conception. Il faut déjà une grosse partie où on est vraiment dans de la contrainte et gérer la question normative, budgétaire, etc. etc. Donc, et après, quand on bascule plutôt sur la partie architecturale, je pense on essaie toujours de travailler beaucoup avec la lumière, ça c'est quelque chose qui est assez récurrent, de travailler la question de la spatialité et la forme aussi du bâtiment au travers de perspectives, de maquettes, beaucoup de dessins à la main aussi. Mais aujourd'hui, voilà, en fait, c'est toujours ce point de bascule. Quand est-ce qu'on peut passer de ce travail-là sur la contrainte à un travail plus architectural? Moi, j'ai travaillé quand j'étais en agence sur différents types de projets. C'est vrai que quand j'étais, par exemple, en Suisse, on avait des projets idéaux, c'est-à-dire qu'on arrivait, il n'y avait plus qu'à dessiner, plus qu'à faire de l'architecture. Il y avait très peu de contraintes. Et quand j'ai travaillé en France, là au contraire, c'est des projets où il y avait presque un an il fallait démêler beaucoup de sujets, voilà, qu'ils soient administratifs, juridiques, réglementaires. Donc, j'aimerais peut-être des projets où on ait plus cette capacité à avoir des projets ou à aborder plus vite de l'architecture, et en même temps, je pense que la force aussi d'un architecte, c'est de savoir faire les deux et de pouvoir trouver sa place et faire de l'architecture dans des projets qui sont assez contraints aujourd'hui. Et je pense que 95% des projets aujourd'hui sont quand même comme ça. Il y a quand même il y a très peu de projets où on peut arriver et commencer à dessiner tout de suite de l'archi. Donc on est dans un processus assez plastique, assez élastique entre archi et contraintes techniques et spécialisation. Il y a une question de positionnement, en fait, de question du plan. Je pense qu'il est important de positionnement urbain, d'insertion dans un site, une question de mesure des choses. Et après, bien sûr, toutes ces questions-là, elles sont importantes. Et après, je pense qu'en fait, un bâtiment réussi, c'est un bâtiment que les gens ils aiment, en fait, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, je pense. C'est que les gens, ils aiment ce bâtiment, ils ont envie de l'entretenir, de le conserver. C'est ça qui fait qu'un bâtiment il est durable aussi. Hein. On parle beaucoup de développement durable. C'est vrai que pour que un bâtiment soit durable, il faut que les gens aient envie de l'entretenir, de le respecter, de le transmettre. Donc c'est la chose qui est la plus importante. Et souvent, ils aiment le bâtiment parce qu'il est bien conçu. Donc il y a énormément de choses. Mais si on pouvait résumer une chose, ça serait ça. Alors ça, c'est venu en fait, du coup, c'est un moment où je suis sorti des agences. C'est vrai que j'ai fait donc 5 ans en agence et après, j'ai fait une formation post-master qui était à Marne-la-Vallée, qui est entre donc Marne-la-Vallée et Ponts-et-Chaussées. Et du coup, on abordait les questions post-carbone. On avait des projets de recherche aussi où on était dans en fait, on prenait de faire nos propres projets et on était responsable des projets. Et c'est vrai que ça a mis un dynamisme, en fait, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, de prendre si confiance, de faire les projets par moi-même. Et je pense que c'est à ce moment-là, en fait, parce que je pense que c'était le moment, je me sentais prêt, et puis il y a eu tout ce dynamisme qui a fait que, en fait, j'ai eu, en fait, 3 commandes qui sont arrivées, un peu en même temps. Et du coup, là, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de monter l'agence. Il y a eu, donc c'est la rénovation d'un appartement dans un ancien hôtel particulier à Paris. Il y avait l'extension d'une villa moderne à Antibes et la rénovation énergétique d'un bâtiment, enfin des travaux en tout cas d'amorce pour rénover un bâtiment universitaire. Et c'est ces 3 projets en fait, il y en a 2 qui sont concrétisés par des travaux, un qui est resté en stand-by, et en fait c'est
c'est vraiment d'être sorti des agences et d'être allé sur d'autres expériences en fait. En faisant d'autres expériences, en rencontrant du monde et finalement, ça m'a permis de faire ça. C'était une idée que j'avais bien sûr que je voulais faire, de monter mon agence, mais ça s'est fait par cette dynamique-là en fait. Très bien. Très bien. 3 projets au démarrage, c'est cool. Ouais, c'est vrai, c'était bien. Mais en fait, c'est pas le plus dur. Enfin, le plus dur, c'est d'avoir les projets qui arrivent après. Parce qu'après, là, on est dans une autre logique, quoi. Transformer l'essai. Ouais, il faut transformer l'essai, et puis il faut que des gens qui ne nous connaissent pas du tout adhèrent à ce qu'on fait. Il faut engager la confiance. Il faut que les gens aient confiance en nous. Il faut que les gens se sentent sûrs de signer avec nous et de partir avec nous. Donc là, c'est une autre affaire. C'est pas du tout pareil, quoi. Et il faut arriver à avoir les projets d'après. Et ça, c'est vraiment le plus dur, quoi. Et c'est vraiment passer un gros cap, quoi. Finalement, on s'adresse à quelqu'un qui a une volonté, c'est-à-dire qui a une volonté, qui a aussi une possibilité de faire les choses. Et nous, on est toujours quand même au service d'eux, et on essaie de l'accompagner et de faire prendre les bonnes décisions et les bons choix. Bien sûr, toujours dans son intérêt. Donc on essaie de le guider pas à pas, de lui faire apprendre aussi de la culture architecturale et la culture du bâtiment, l'art d'édifier, la question de la construction, du chantier. Et on avance comme ça avec lui. Et je dirais que, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est quand un maître d'ouvrage vient à moi, c'est de comprendre vraiment ce qu'il y a derrière le programme, en fait. Il y a la question du programme, il y a la question de ce qu'il veut de manière assez évidente, mais après, c'était toujours de trouver vraiment ce qu'il a, ce que ça engage plus profondément, pourquoi il fait ça, et travailler sur ça, pour pouvoir dépasser ça et faire que le projet soit vraiment une réussite pour lui, et d'aller au-delà de la simple question qu'il pose, pas être simplement d'apporter des réponses, parce que apporter des réponses, finalement, c'est assez simple, mais plutôt de reformuler des questions et de le questionner et d'aller plus loin que c'était des questions qu'il aurait posées ou qui se seraient posées à lui au début. Bon, merci. Merci, Jean. Merci.